La localisation la plus fréquente de l'endométriose se situe ici, c'est-à-dire entre le vagin, la partie basse du rectum. Il y a un espace là qu'on appelle l'espace sous-péritonéal. C'est une maladie qui est un problème de santé publique, qui augmente en fréquence de façon absolue depuis plusieurs années, lié manifestement à des facteurs environnementaux qui ne sont absolument pas maîtrisés. Et cette maladie consiste en le fait que la muqueuse utérine, l'endomètre, donc, se diffuse dans la cavité pelvienne, et même parfois bien au-delà dans la cavité abdominale, jusqu'à la plèvre thoracique et voire même dans le tissu, dans les sphères encéphaliques, mais ça c'est exceptionnel heureusement. Donc c'est une maladie de système qui concerne donc énormément de spécialistes et dont le diagnostic est largement sous-estimé, avec une sous-information médicale globale, une sous-formation également des médecins et des praticiens qui sont amenés à rencontrer ces patientes. Et donc c'est un problème de plus en plus critique. En termes de fréquence, et les patientes souffrent. Et l'illustration parfaite de ce problème, c'est que le délai de diagnostic moyen actuellement en Occident de cette maladie, c'est de 8 ans, ce qui est considérable. La maladie commence très tôt, dès la puberté. Quand on voit ces femmes-là, elles ont en général entre 20 et 30 ans, mais elles souffrent déjà depuis plusieurs années. Et elles errent souvent de praticien en praticien, toutes spécialités confondues. Et le diagnostic, un jour, finit par émerger quand quelqu'un y pense et qu'elle rentre dans la bonne filière. D'où l'importance de centres spécialisés qui réunissent toutes les compétences cliniques et d'imagerie pour faire un diagnostic le plus tôt possible, de façon à ce qu'on puisse avoir de la marge pour le traitement de cette maladie, dont il faut rappeler qu'il y a une incidence sur la fertilité dans au moins un cas sur 4. Voilà. Est-ce qu'on connaît un peu les facteurs déclenchants ou les facteurs de risque qui pourraient aider justement à la prise en charge? Non, alors les facteurs déclenchants, comme je vous l'ai dit, probablement en dehors de phénomènes génétiques, immunologiques, hormonaux, de plus en plus on se doute et en pressant qu'il s'agit d'une maladie en grande partie liée à des problèmes de métabolites environnementaux et de toxiques cumulés qui finissent par induire une dérégulation hormonale et fabriquer cette maladie. Et c'est pour ça qu'elle augmente, notamment en Occident, de façon considérable. Mais on en est, je dirais, à l'âge un peu des pionniers là, pour la découverte de ceci. Il y a beaucoup d'équipes de recherche de par le monde qui travaillent là-dessus. Mais on en est encore loin de résultats pour une prévention primaire. C'est très très complexe. Alors quels sont les symptômes cliniques qui doivent alerter justement, aider à la prise en charge de cette pathologie? Alors très important, les symptômes se résument, je l'appelle de façon mémotechnique, c'est facile, c'est les 5D. Les 5D c'est quoi? C'est la dysfertilité, mais c'est pas souvent ce qui arrive au premier plan, surtout chez une fille de 20 ans qui n'a pas de préoccupation de grossesse immédiate. Et avant tout c'est la dysménorrhée. Et la dysménorrhée, souvent, est un peu spécifique, c'est-à-dire qu'elle est intense tout au long des règles, voire secondairement apparue et dans la deuxième partie des règles. Donc, ce n'est pas simplement la règle douloureuse au premier jour. La dyspareunie profonde. Et ça, c'est très important parce que ce sont des femmes qui ont le plus souvent, donc quasiment systématiquement, des rapports douloureux, ce qui évidemment peut avoir une incidence évidente sur la fertilité. Ce qu'on appelle au sens large la dyschiésie rectale ou défécation douloureuse. Quand elles vont à la selle, à l'émission des selles, c'est douloureux, notamment pendant les règles, mais également en dehors des règles. La dysurie douloureuse, donc c'est la miction douloureuse. Et s'y rajoute de façon non négligeable l'hématurie macroscopique, quand il y a donc une atteinte de la paroi vésicale, et surtout, beaucoup plus fréquemment encore, des rectorragies. S'il y a donc une atteinte digestive dont on s'aperçoit manifestement qu'elle augmente en fréquence. Donc on comprend mieux l'abord multidisciplinaire de cette prise en charge. Absolument, elle est archi-multidisciplinaire et que ça concerne donc des gynécologues chirurgiens, des chirurgiens digestifs, des gastro-entérologues, des urologues. Et à la croisée de toutes ces spécialités, il y a un acteur indispensable, fondamental maintenant, et qui fait le diagnostic le plus souvent et qui doit l'établir, le cartographier précisément, c'est le radiologue. Le seul problème, c'est que le radiologue formé déjà dans l'ensemble à l'imagerie de la femme, c'est rare. Alors quant à avoir une sous-spécialité de l'endométriose, là on tombe dans l'exception. Et donc on se compte vraiment sur les doigts d'une main actuellement en France, et c'est sans prétention je peux dire ça, pour ce qui concerne l'imagerie de l'endométriose en particulier, qui doit démarrer impérativement par l'échographie pelvienne, endovaginale évidemment. Notre échographie ne sert à rien, mais dont la courbe d'apprentissage est très longue. Alors il y a différentes formes justement d'endométriose avec des conséquences peut-être. Tout à fait. Il y a l'endométriose ovarienne qui est la plus classique et la plus aisée à diagnostiquer et qui ne
ne demande pas d'archi-spécialisation, quoique souvent je m'aperçois que le diagnostic de l'endométriome pose encore problème à beaucoup de radiologues. Mais cela dit, c'est quand même relativement accessible. Mais cela dit, le diagnostic de l'ovaire, c'est pas le plus important parce qu'il est quasiment pas symptomatique. Il peut avoir une incidence sur la fertilité, mais en termes de douleur, c'est pas ça qui fait mal. Quand on voit un kyste de l'ovaire, il faut absolument rechercher ce qui est en dessous, c'est-à-dire le sommet de l'iceberg, et tout le reste est en profondeur, et se situe donc dans les tissus sous-péritonéaux, donc antérieure ou surtout postérieure, en arrière de l'utérus et sous le cul-de-sac de Douglas. Et c'est infiltre notamment les fameux ligaments utérosacrés qui sont le point névralgique d'atteinte et de diffusion de la maladie et qui contaminent en arrière certes le Douglas et la paroi recto-vaginale, mais également le tissu digestif lui-même et notamment le rectum. D'où cette symptomatologie digestive marquée. Du coup, le bilan en termes d'imagerie doit être complet, pas seulement l'échographie pelvienne. Absolument, et ça c'est fondamental, vous soulevez un point critique, c'est-à-dire que l'échographie pelvienne, certes, et c'est le nerf de la guerre, c'est le début, il faut rentrer comme ça, et c'est l'outil qui en termes de rapport coût-efficacité est majeur et le plus important, bien avant l'IRM. Alors, l'échographie pelvienne optimisée par quelqu'un qui la connaît et qui connaît la maladie, c'est très important. Après, il faut faire, évidemment, il faut faire l'IRM qui peut rajouter quelques éléments supplémentaires, notamment quand l'échographie endovaginale est quasi impossible à faire quand les femmes ont trop mal, parce que ça peut arriver, ou quand on est gêné sur le plan anatomique par d'autres maladies associées comme des fibromes, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc l'IRM peut avoir un complément utile. Mais le plus important, j'insiste encore, c'est l'échographie endovaginale, ça n'est pas assez su, ça n'est pas assez diffusé. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de radiologues qui la manient correctement. Donc évidemment, on a laissé libre cours à l'IRM, qui est quand même un moindre mal, et c'est mieux que rien. Bon, certes, donc il faut faire l'IRM. Il y a un autre examen qui est aussi très peu couru, mais on est peu nombreux à développer, mais qui se développe heureusement un peu plus, qui est le coloscanner. Donc c'est le scanner avec lavement à l'eau digestif qui permet de baliser tout le cadre digestif, notamment le côlon. Parce qu'on s'est aperçu que certes, on peut voir par échographie endovaginale, d'ailleurs beaucoup mieux que l'IRM, les foyers rectaux en arrière de l'utérus, mais le problème c'est qu'il y a d'autres localisations, donc 15% des cas au minimum, voire 20%, selon certaines séries, qui diffusent dans tout le cadre digestif, dans tout le cadre colique et au-delà, dans la sphère iléo-séco-appendiculaire. Donc seul le scanner permettra de visualiser toutes ces localisations. Et donc c'est important parce que si on décide d'opérer ces patientes, quand elles sont très symptomatiques, qu'on n'arrive pas à les soulager autrement, il faut tout enlever, il faut opérer de façon radicale pour être efficace. Et donc pour un bilan anatomique complet, cartographique lésionnel de tous ces malades, avant d'opérer, il faut faire tout ça. Et ce n'est pas fini. Si on décide, après une réunion multidisciplinaire, comme on a pris l'habitude de le faire dans notre centre, il faut évidemment, une fois qu'on a décidé d'opérer, compléter par un 4e examen, et qui ne doit se faire que sous anesthésie générale s'il veut être optimal et contributif, c'est l'écho-endoscopie rectale, qui permettra de préciser la localisation digestive rectale et sigmoïdienne, ou les plusieurs foyers, et surtout de voir jusqu'où ils vont en profondeur dans la paroi, et surtout quelle est la hauteur par rapport à la marge anale. Or tout ça sont des détails anatomiques très importants pour les chirurgiens qui ensuite vont opérer de façon pluridisciplinaire, avec donc toujours le chirurgien gynéco, mais aussi le chirurgien digestif, en binôme, de façon mini-invasive sous célioscopie. C'est des interventions qui peuvent durer très longtemps, plusieurs heures, et qui permettra d'éradiquer tous ces foyers. Mais les chirurgiens ont besoin d'un bilan préopératoire complet. Et c'est pour ça que le bilan fait par un radiologue averti spécialisé dans l'endométriose est important. Il y a 2 grands cas de figure dans lesquels on traite l'endométriose. C'est les douleurs, d'une part, notamment liées aux règles, et d'autre part, les problèmes de stérilité. Il est évident qu'une patiente qui a des douleurs tellement importantes pendant les règles qu'elle ne peut pas aller travailler, qu'elle a des douleurs tellement importantes qu'elle ne peut quasiment plus avoir de relations sexuelles ou qu'elle n'ose plus aller à la selle tellement elle a mal, ça ne se discute même pas. Et puis vous avez un certain nombre d'autres patientes qui sont stériles et là plus ou moins douloureuses. Et en fonction de ce qui est prioritaire pour la patiente, c'est-à-dire je préfère qu'on s'occupe de ma stérilité ou je préfère qu'on s'occupe de mes douleurs, on adapte la stratégie thérapeutique. Alors dans quel cas vous vous contentez d'un traitement médicamenteux et quel est-il ? Alors le traitement médicamenteux, il s'adresse naturellement aux femmes. D'abord c'est un traitement de première intention parce que les femmes qui ne sont peu ou pas traitées, c'est la première étape du traitement. Le problème du traitement médicamenteux, qui est en général un traitement hormonal, c'est que c'est pas compatible a priori en fonction d'une grossesse.
Par conséquent, ça ne s'adresse pas en général aux femmes qui souhaitent un bébé et dont on est a priori certain que la seule cause d'infertilité est l'endométriose. Par contre, pour toutes les autres qui ne souhaitent pas de grossesse mais qui ont des symptômes douloureux importants, la première étape est le traitement médical hormonal qui comporte la suppression des règles. Le traitement antalgique, il est intéressant ou pas du tout? Bien sûr, c'est un traitement complémentaire. Le temps que l'effet du traitement hormonal arrive, soit efficace, il faut privilégier les traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens, puisque la composante inflammatoire lors de l'endométriose est importante. Il faut faire attention à la codine qui constipe. Le tramadol est une alternative, mais le traitement anti-inflammatoire reste le traitement de base. Alors ce traitement hormonal, pendant combien de temps il doit être institué, et jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une limite en termes d'années d'utilisation? Alors il n'y a pas de limite. Le traitement hormonal, on doit juger de son efficacité assez rapidement, au bout de 3-4 mois, où c'est efficace et on le poursuit, ou c'est pas efficace et on en choisit un autre, ou quand on en a épuisé 2-3, se pose la question là de la chirurgie, puisque ce traitement, l'endométriose, il est médico-chirurgical, où le traitement hormonal et médical en général permet de soulager en 3-4 mois les symptômes et tout va bien, où on a déjà essayé et épuisé plusieurs traitements et la chirurgie est l'arme thérapeutique ultime. L'exérèse complète, je dis bien complète, des lésions d'endométriose, qu'elle se situe à n'importe quel endroit, et notamment au niveau du tube digestif, là fait partie du traitement chirurgical à part entière. Le fait de laisser des lésions endométriosiques ne garantit absolument pas de l'efficacité et du soulagement des douleurs. En revanche, les grandes études ont bien montré que l'exérèse de toutes les lésions endométriosiques, au prix même d'une résection digestive, c'est la seule condition pour permettre à 90% des femmes d'être très soulagées par le traitement chirurgical. Et la prévention de la récidive, comment ça se passe? Alors, la prévention de la récidive, elle est simple. Sur ces patientes qui ont été opérées, qui avaient donc des endométrioses sévères, actuellement, il y a un consensus pour prescrire un traitement hormonal antigonadotrope bloquant les règles. Sinon, alors, le risque sans traitement est de 10% de récidive par an. Et le risque d'un traitement hormonal laissant les règles, certes, diminue les risques de récidive, mais est moins efficace qu'un traitement bloquant les règles. Alors, dernière question, il ne faut pas confondre avec l'adénomiose? Absolument, ça c'est une question tout à fait pertinente. Il faut refaire un peu d'histoire. L'adénomiose, il y a 30 ou 40 ans, n'était pas appelée comme telle, on appelait ça endométriose utérine. L'adénomiose véritable, telle qu'on l'appelait endométriose utérine, et qui faisait taxer de ces patients d'ailleurs d'utérus fibromateux avant l'ère de l'échographie, et même à l'époque de l'échographie non endovaginale, en fait c'était de l'adénomiose, et c'est celle d'après 40 ans qui est physiologique et qui explique que la plupart des femmes ont une évolution vers des règles plus douloureuses et plus abondantes dans le temps. L'adénomiose étant l'ectopie de l'endomètre dans le myomètre utérin, et ça c'est banal, après 40 ans c'est physiologique, et tous les utérus sont comme ça quasiment. Bon. Ça n'a rien à voir avec donc l'endométriose. Ça, c'est deux concepts différents. Ça, c'est récemment un peu plus compliqué. On a intuitivement en pratique courante, et ce n'est pas encore très clair, mais c'est étayé par certains travaux fondamentaux, notamment allemands, qu'il y a une association précoce, qui n'a rien à voir avec l'adénomiose que l'on connaît d'après 40 ans, avec l'endométriose. Et moi, je suis frappé dans ma pratique courante, échographiquement, parce que j'ai une grande habitude du diagnostic de l'adénomiose, et c'est l'échographie endovaginale, et même souvent, quand elle est débutante et minime, supérieure à l'IRM pour cela. L'échographie suffit à soi seule. Diagnostiquer chez des femmes jeunes de 20 à 25 ans une adénomiose qui n'est pas du tout habituelle, associée à ce moment-là, c'est un signe indirect majeur d'endométriose. L'association des deux aggrave les pronostics de la fertilité d'ailleurs. Et ça, il y a un lien dans ce cas-là. D'accord ? Donc ça peut être le même concept. Les voies de recherche sont intéressantes là-dessus actuellement, liées à des problèmes de motilité de l'endomètre. C'est très complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a probablement une association physiopathologique plus importante qu'on ne croyait auparavant.